12h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai 60 minutes pour vous convaincre que oui, la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Toute cette semaine, c'est au salon du Made in France qu'on va vous emmener un petit peu en avance puisqu'il ouvre ses portes ce week-end. On a pris cette avance pour vous faire découvrir tout simplement les secteurs qui défendent les couleurs tricolores. Aujourd'hui, gros plan sur l'horlogerie. Vous connaissez tous les Charentaises et leur célèbre carreau. Le savoir-faire n'a pas changé et c'est Rondido qui le perpétue. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous n'avez pas de jardin mais vous avez envie de cultiver vos légumes. Des potagers d'intérieur autonomes existent. Ça s'appelle Véritable Garden et c'est la solution. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1. Europe 1. 39-21, vous avez la parole comme chaque midi avec nous, Justine. Venez nous dire, tiens, par exemple, si vous portez une montre française à votre poignet, si vous êtes attentif à l'endroit où elle est fabriquée. Exactement, Raphaël. Si vous voulez participer à l'émission, si vous vous y connaissez en horlogerie, si vous avez des informations, des questions peut-être pour nos invités, eh bien appelez-nous au 39-21, 50 centimes la minute, ou alors envoyez-nous un message aussi sur le Twitter avec le hashtag Europe 1. Et oui, car au salon du Made in France qui ouvre ses portes ce samedi, vous allez découvrir qu'il y a des secteurs où la France revient en force, doucement, mais sûrement. C'est le cas de l'horlogerie. Nos invités sont là d'ailleurs pour en témoigner, pour les accueillir à mes côtés. Le retour d'Elisabeth Assayag, bonjour. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et notre coach du jour, un habitué désormais, Jean-François Rial, bonjour. Bonjour Raphaël. Fondateur de Voyageurs du Monde. Alors le berceau de l'horlogerie en France, c'est évidemment la région de la Franche-Comté. Ce fut le cas jusqu'au début des années 70. Et si la concurrence suisse n'est qu'à 2 pas, c'est vrai, les entrepreneurs tricolores sont bien décidés à rebâtir la filière là où finalement tout a commencé, à Besançon, dans la région, quand les maîtres s'appelaient Silberstein, Leroy ou encore Dodane. Il y a eu là-bas, s'il vous plaît, jusqu'à 300 marques de montres, 400 entreprises dans la célèbre vallée de Morteau. C'est le cas de Florian Chausson qui veut redonner vie à cette filière. Bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous avez lancé fin août, c'est ça, la marque Routine ? Début septembre, commercialement. Début septembre, on était en ligne avec vous d'ailleurs, justement au tout démarrage de Routine. C'est en faisant un stage dans ce secteur, en Suisse, justement, que vous avez commencé à vous passionner. Comment est-ce que ça a débuté ce projet ? Ça a débuté à la fin de mes études, après un stage dans lequel je manquais cruellement de sens et j'avais envie de m'engager, de donner du sens dans ce que je faisais et dans ce que j'entreprenais. C'est pour ça que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat pour faire converger mes compétences professionnelles d'un côté, étant diplômé d'une école d'ingénieur et avec différentes expériences professionnelles, et mes convictions personnelles de l'autre, de porter un projet qui porte mes valeurs et mes engagements. Alors, vous avez lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Ouais. Et alors là, vous avez été, je peux le dire, dépassé par le succès. Tout à fait. J'ai lancé donc commercialement Routine le 4 septembre sur Ulule. Ça faisait 2 ans que je travaillait sur le projet. Ces 2 ans ont nécessité et ont été nécessaires pour retrouver toute la filière et trouver les partenaires avec lesquels j'allais travailler. Et j'avais l'ambition de vendre un peu plus d'une centaine de montres pour lancer ma première production. Et j'en ai vendu un petit peu plus de 650 à la fin du mois du crowdfunding. Alors aujourd'hui, vous êtes en phase de fabrication là en ce moment. Et là, du coup, on a pu lancer la fabrication puisque le crowdfunding servait en fait aux gens à précommander leur montre. Donc moi, leur argent va me servir à financer la première production pour relancer. Sans dilution de capital. Jean-François Rial. Sans dilution de capital. C'est étonnant. Ouais, moi je suis sidéré par ce succès incroyable. Mais alors, il y avait une différenciation très forte, une valeur ajoutée très forte à vos montres. C'était quoi l'angle ? Alors effectivement, les gens ont acheté... Parce que la montre Routine. Bon, ok, mais c'est quoi la montre ? Comment vous avez convaincu vos gens ? Parce que c'est pas juste le succès du crowdfunding, vous avez autre chose. Oui, alors après, j'ai essayé de communiquer de manière intelligente pour essayer de faire passer auprès des consommateurs ou des clients et des potentiels clients mes engagements, mes valeurs et mon combat et la mission de Routine. Donc le fait de s'engager pour une montre réellement fabriquée en France et qui cherche et dont sa colonne vertébrale 86%, c'est ça. Exactement, 86% des composants sont fabriqués en France et la colonne vertébrale de Routine, c'est tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Donc c'est pour ça qu'on arrive à atteindre. Le clé, c'est pas la qualité de la montre, ce qu'elle fait, c'est je la fais en France. Alors non, c'est montebourg.com quoi. La manière dont j'ai convaincu les gens, c'est d'abord par le message pour les interpeller, mais derrière les gens ont acheté sur 3 critères. C'est parce que c'est beau, c'est parce que c'est de qualité et c'est parce que c'est accessible. C'est beau.
Donc déjà, ça c'est intéressant. Personne n'a envie d'acheter une montre moche. Et donc, du coup, forcément, c'est que les montres plaisent. Moi, je crois beaucoup à la valeur de l'esthétisme dans le business. Tout à fait. Et c'est hyper important, puisque les gens veulent porter, avec routine, ils peuvent porter leurs valeurs, mais aussi porter un style et s'affirmer aussi avec. Elisabeth, on va peut-être faire un petit point justement sur le marché de l'horlogerie en France. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Mais ça va déjà beaucoup mieux, il faut le dire. L'horlogerie a connu en 2017, on peut appeler une vraie sortie de crise avec une reprise de la croissance de 4%. Il y avait eu une chute de 6% en 2016. La montre, c'est le principal moteur de développement de l'ensemble du secteur, donc horlogerie, joaillerie, c'est l'ensemble du secteur. Et notamment, c'est le marché haut de gamme qui tire le marché, ce secteur de l'horlogerie, la filière vers le haut. Pourtant, c'était pas gagné, on va le dire clairement. Ça fait bien un demi-siècle que la filière était en train de sombrer. Oui, elle peinait depuis les années 70, ça n'allait pas, au-delà des coûts de main-d'œuvre. Les filières de production n'ont pour la plupart pas survécu aux années 70. Et aujourd'hui, les Français sont un peu partout. On a un exemple en studio avec nous, mais c'est compliqué d'être 100% made in France. Alors, mais Elisabeth, juste une question. Quand tu dis que c'est 4% de croissance, c'est le marché de l'horlogerie en France. C'est pas les fabricants français qui vendent en France. Non, ça va mieux du côté de l'horlogerie. Il y en a combien des fabricants maintenant ? Il y en a beaucoup moins qu'avant. 400 avant, combien maintenant ? 400 avant, beaucoup moins maintenant. Là, c'est une poignée. Justement, c'est très difficile, Jean-François, de répondre à cette question. Et je pense que Florian sera d'accord avec moi, parce que quand on regarde la photographie de l'horlogerie, il y a 3 grands secteurs. Et puis les fabricants, certains fabriquent une partie, certains font uniquement le bracelet. La filière, effectivement, est très complexe. Est très particulière et assez typique de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'un fabricant égale un savoir-faire égale un composant. Si je peux caricaturer, c'est presque comme ça. Donc tous les fabricants ont été pendant des années, et le sont encore aujourd'hui, très monoproduits. Donc sont très sujets aux aléas économiques de si le marché dégringole, les entreprises ferment assez facilement puisqu'elles n'ont pas d'autres secteurs sur lesquels se rebalancer. Florian, justement, il y a des métiers qui ont totalement disparu. Je pense évidemment au métier de cadranier. Pourquoi on savait faire ça, on ne sait plus le faire ? Oui, on ne sait plus le faire puisque la demande a diminué puisque le marché s'est écroulé. Et puis ensuite, à l'époque de la mondialisation que ces savoir-faire ont été perdus parce que tout simplement on est allé acheter ailleurs. On n'est plus acheté en France, on est allé délocaliser ailleurs, quoi, en Chine ou ailleurs. En Chine, à l'île Maurice, en Suisse, voilà. Et donc du coup, au bout d'un moment, quand on arrête de se fournir en France, les fournisseurs ont plus de clients et donc du coup, ils finissent par fermer. Et alors vous qui êtes dans le secteur, à votre avis, on a remonté la pente à quelle hauteur par rapport à notre zénith là, 50%, 30%? Non, aujourd'hui c'est plutôt encore assez anecdotique. C'est balbutiant. C'est 5-10% maxi quoi, de notre zénith. Même pas. Non, on s'est fait casser la gueule quoi. Oui, exactement. On est passé à peu près de 50-60 000 emplois à l'époque à environ 2000 aujourd'hui. Oh là. On reste ensemble, on continue à débattre de ce secteur de l'horlogerie française. À tout de suite. Il est 13h09. Europe 1. Créer de nouvelles marques, en faire vivre d'anciennes aussi, c'est le cas de Pékinier. Elle résiste au temps et s'impose, vous allez le voir, sur le marché. C'est ça aussi, la France qui bouge. 12h30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe 1. La France bouge, c'est avec Raphaël Duchemin jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'horlogerie française. Pour ça, plusieurs invités autour de la table. Et vous, on vous attend au 39 21, 50 centimes la minute pour partager votre avis. Vous pouvez aussi laisser un message sur europe1.fr, tout comme sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne et avec notre coach du jour, Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde. On se demande souvent, c'est vrai, ce que signifie vraiment le Made in France. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est parce que la marque est française ? Est-ce que c'est parce qu'elle est fabriquée ici avec des éléments qui viennent d'ailleurs ? Qu'est-ce qui est important finalement ? On va en parler peut-être avec notre prochain invité. Bonjour Aymeric Vernol. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des 4 repreneurs de Pékinier. Vous avez vous-même travaillé dans l'horlogerie et vous avez racheté l'année dernière l'entreprise dans laquelle vous étiez entré 5 ans plus tôt. Pourquoi ? Une évidence. Une évidence. Une évidence. La marque française, à l'époque référence, quand j'ai démarré dans l'horlogerie en 91, on voyait Pékinier dans les vitrines, c'était la marque qui faisait rêver, la marque classique, les belles montres. Moi, j'étais représentant chez Tissot, qui est une marque suisse.
une évidence. Oui, c'est une histoire, hein, Pékinier. C'est celle d'une marque, celle d'un homme aussi, Émile Pékinier, qui lui a, on peut dire, donné ses lettres de noblesse quand il l'a créé en 1973. Tout à fait. Il a fait ce que fait Florian aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a créé une marque française. Il a compris les rouages de la fabrication d'une montre et il a mis en place, il a créé sa marque. Et c'est intéressant parce que dans les années 70, ça va pas si bien que ça dans le monde de l'horlogerie. Ça va pas mal. Il y a une crise. Oui, mais ça va pas mal, puisque dans la mesure où il y a beaucoup de fabricants, il y a pas mal d'assembleurs, mais il y a très peu de marques. Il y a beaucoup plus en fait de sous-traitants que de véritables marques qui osent se lancer. Et lui, il ose se lancer. Donc il se dit, à partir du moment où il a le circuit entre les calibres, les boîtes et ainsi de suite, il se dit, je vais faire ma marque. Pourquoi est-ce que je vais... Il a le circuit, vous avez dit le mot. Parce qu'on a des questions, on a notamment sur Twitter Blue Monde qui nous dit sur le hashtag Europe 1, malheureusement ce métier a été tué il y a 50 ans. Vous êtes d'accord avec lui, il est mort ce métier aujourd'hui ? Non, il n'est pas mort du tout. Non, sinon on ne serait pas là. Il n'est pas mort du tout. L'horlogerie française n'est pas morte du tout. Il faut la réveiller. Il faut la réveiller et puis il faut ranimer le consommateur. Le consommateur aime le Made in France, aime les marques françaises, mais n'achète pas français. Mais la clé, c'est quoi? C'est le marketing. Tout à fait. Ça va leur ajouter le marketing. Oui. Qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi vous êtes fait casser la gueule pour les Suisses comme ça? Parce qu'aujourd'hui, nous, petites entreprises, on met tout sur le développement. Puisque nous, on a besoin de développer des produits, des nouveaux produits, des nouvelles collections. Ils mettent tout sur le développement et rien sur le marketing. Pour l'instant. Et ils se font casser la gueule. Ils fabriquent un produit fantastique, mais ils ont oublié qu'il fallait parler aux clients. Alors justement, les Suisses ont fait l'inverse. Aymeric Vernol, vous êtes là pour ça justement, pour essayer de relancer cet aspect marketing qui manque parfois à l'horlogerie française. Quand on reprend une entreprise ou quand on est dans l'horlogerie, qui est un milieu un petit peu pointu, au début, on fait du tactique. On ne peut pas faire de stratégique, on n'y arrive pas. On n'a pas les moyens. En tout cas, nous, on n'a pas les moyens. Sauf s'il y a un investisseur qui appelle sur votre ligne. Moi, je suis preneur pour les développements. On a des développements, on a plein de choses dans les tuyaux. 3921, voilà, on redonne le numéro. On peut développer un calibre français manufacture, on peut développer plein de choses. Mais on n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui, on va pas à pas. On commence par développer les produits, parce que c'est ce que les réseaux nous demandent, et que sans produits, on n'a plus de réseau. Et ensuite, on essaye de motiver nos réseaux. Vous parlez des réseaux, vous parlez des distributeurs, là. Hein? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Jean-François, je voudrais qu'on précise quelques petites choses. Il y a pas mal de marques, quand même, qui tentent de se relancer, qui, en tout cas, relocalisent en France, Elisabeth. Oui, complètement. Vous avez, par exemple, la marque Acrone, que vous connaissez peut-être, qui joue la carte de la relocalisation à fond. Elle fait appel à autant d'artisans français que possible. C'est une entreprise qui a été fondée en 2015 par trois copains. Elle est basée à Nantes. Leurs montres chez Acrone. Vous connaissez bien Acrone, hein? Oui, on connaît bien Acrone. Elles sont assemblées à Besançon une nouvelle fois. Ou à Morteau. Voilà. Les pièces des montres d'Acrone sont imaginées et dessinées à Nantes et seule la fabrication, et là on en parlait tout à l'heure, de ces pièces se fait à l'étranger. C'est la fabrication de ces pièces se fait à Hong Kong. Vous avez aussi Charlie Paris qui existe depuis à peine 4 ans. Là aussi c'est du 100% français, enfin quasiment. Quasiment comme vous dites. Je parlais d'Acrone parce qu'il y a une histoire de sous-traitance, je crois, avec Acrone. Tout à fait. On est en discussion avec eux et on travaille pour eux. On va travailler pour eux sur certains modèles. Donc vous aidez les petites marques aussi à émerger. Bien sûr, on est un artisan comme les autres. Donc nous, on sait faire de l'assemblage. Nous, notre spécificité et notre force, c'est le calibre royal. Donc on a le savoir-faire de l'assemblage, de la conception et tout. Donc effectivement, quand on peut assembler pour d'autres marques, on le fait. On n'a pas expliqué, votre spécificité, c'est le calibre royal. Exactement. C'est-à-dire le mouvement mécanique très très précis. Ça, c'est fait à Morteau. C'est vraiment votre savoir-faire. C'est la pépite de l'entreprise. Depuis 2010. Hein. Exactement. Il a été lancé en 2010, après 6 ans de développement. Qui le sait, ça? Qui le sait? Ce que vous venez de me dire, là, votre pépite extraordinaire. Qui le sait? Vos distributeurs? Vous avez raison. Vous avez raison. Ils sont là pour ça, les distributeurs le savent. Moi, ce que je voudrais, c'est que le consommateur le sache. C'est ça que je pense, qui fait que vous avez un savoir-faire de folie, mais vous vous faites défoncer par les Américains, les Suisses, les plus Chinois, maintenant grâce à nous, Jean-François. Non, mais c'est bien qu'ils viennent là, mais... Il y a ceux qui font, il y a ceux qui parlent. Très juste. Aujourd'hui, les collectionneurs le savent. Vous avez tout à fait raison. Les collectionneurs, voilà, tout à fait. Des gens hyper pointus. Tout à fait. Moi, je voudrais que monsieur dans la rue, là, ils savent qu'en France, on fait les meilleurs calibrages au monde et que c'est pas les Suisses qui vous les achètent. Alors justement, on le fait. Comment on fait maintenant pour le faire savoir? Qu'est-ce que vous avez prévu pour parler de Pékinier, de ce calibre royal qui est quand même une véritable pépite?
Alors, on a développé d'abord, parce que depuis qu'on a repris, on a sorti un calibre à remontage manuel avec une réserve senteur en petit prix, parce qu'on avait besoin. Il ne parle que de produits. Oui, mais parce qu'on avait besoin d'étendre la gamme. Mais je comprends, mais moi je ne veux pas vous lâcher, monsieur. Mais oui, je sais bien, mais le marché nous demande ça. Mais je comprends, mais votre marché, c'est vos clients B2B, et vos clients B2B, vous dépendez d'eux, et le jour où ils achètent ailleurs, eh ben, vous avez un problème. Et après, vous vous dites que la filière française va gérer des problèmes. Vous avez un sens de folie, vous devez le vendre en direct à vos clients finaux. Voilà ce que je pense. Bon. Alors, est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Aujourd'hui, non, pas clairement. Le retail n'est pas notre. Alors le web va y venir, mais on va y venir. Pas... Oui. Non, mais on va y venir sur nos réseaux. Nos réseaux sont un peu traditionnels et un peu archaïques. On est sur un mode de distribution complètement archaïque. Donc on ne peut pas non plus tout révolutionner d'un coup, et on ne peut pas non plus tourner le dos à des gens qui nous ont aidés, qui ont supporté la marque et qui nous gardent. Parce qu'ils nous donnent une visibilité, et que le web, c'est de la vente rapide, sans aucun contact. C'est pas vrai. Donc ça, c'est pas vrai sans aucun contact. On va continuer ce débat, vous voulez bien, d'ici quelques secondes? L'horlogerie, je pensais que je ne connaissais rien, mais ça m'intéresse vachement. On reste ensemble, on parle horlogerie française, je vais arriver à le dire. À tout de suite. Il est 13h20. Jusqu'à 14h, vous écoutez La France Bouge avec Raphaël Duchemin, et en ce début de semaine, on s'intéresse à l'horlogerie française, chose qui vous passionne peut-être, qui vous questionne. Vous êtes peut-être horloger, eh bien appelez-nous. On a déjà des questions, Exactement. Justine. On vous attend au 39 21, 50 centimes la minute, mais vous pouvez aussi nous laisser un tweet avec le hashtag Europe 1. Et oui, nous sommes toujours avec Jean-François Rial, qui est passionné par ce secteur de l'horlogerie, toujours avec Elisabeth Assayag. À mes côtés également, Florian Chausson, fondateur de Routine, Aymeric Vernol, dirigeant de Pékinier. Et on va accueillir notre troisième invité avec des questions évidemment à se poser. Faut-il continuer à faire les montres comme on les fabriquait il y a encore 50 ans, voire davantage, ou faut-il qu'elles suivent le mouvement de la société? Eh bien, c'est en pariant justement qu'on pouvait peut-être allier les deux que deux frères se sont lancés. Bonjour Henri Gaucher. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé avec votre frère la marque Egide. Alors ça s'écrit H-E-G-I-D, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des montres modulaires. On va le dire tout de suite, ça faisait des années que vous vous amusiez à commander des pièces à droite, à gauche sur Internet pour les assembler vous-même. C'était une passion. Alors déjà, on l'a fondée à 3, cette société. Je tiens à saluer quand même Aymeric, encore un ici, qui s'occupe du marketing. Il y a quelque chose, du marketing chez nous, ce qui va vous plaire. Et effectivement, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une passion mécanique, un besoin de comprendre, un besoin de savoir, où j'achetais des montres sur eBay pour les démonter, les remonter et en faire une qui marche avec 3 qui ne marchent pas. Ah oui, une qui marche avec 3 qui ne marchent pas. Donc vous vous êtes dit, il y a peut-être un business derrière ça. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas mes propres pièces pour les assembler de manière différente? Oui, c'est une idée qui m'a effleuré l'esprit. C'est surtout une expérience qui m'a donné envie de travailler dans ce milieu, et plus particulièrement dans le domaine de la montre mécanique, qui a une spécificité tout à fait étonnante, c'est qu'elle n'a pas d'obsolescence, cette montre mécanique. On peut la garder sur plusieurs générations. On connaît cette anecdote de la montre retrouvée dans un tiroir du grand-père qu'on remonte et qui repart. Ça, c'est quelque chose, c'est une magie qui m'a toujours fasciné. Donc vous avez sauté le pas, vous vous êtes lancé. C'est votre frère, je crois, qui décide, c'est ça? Oui, voilà, on est une équipe de 3 personnes tout à fait complémentaires, avec mon frère qui est concepteur industriel et qui donc dessine des plans au micron près, au centième près. Aymeric de Lalandre, donc notre troisième associé, qui s'occupe de tout ce qui est image et marketing, et surtout, on l'a dit, commercialisation, et on réfléchit beaucoup justement à la transition qu'il va y avoir dans les années qui viennent. Et puis moi-même qui suis le passionné, qui est 10 ans de carrière derrière moi, à conseiller l'achat de grandes montres. Et alors vous vous êtes dit, tout doit être interchangeable. Expliquez-moi, comment on fait? Moi, le bracelet, je connaissais, ça c'est assez classique. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre sur une montre, finalement? À mon avis, on peut changer beaucoup de choses, mais nous, on va se limiter à 3 éléments. C'est-à-dire qu'un objet complet, qui est une montre, on va le diviser en 3 éléments, qui sont le bracelet que vous connaissez, le mouvement qu'on a enfermé dans une capsule parfaitement étanche et avec des spécificités techniques très poussées, et la forme qui est autour, qu'on appelle nous la carrure, et qui donne le caractère et pourquoi pas la fonction de la montre. Ça veut dire que vous rhabillez les montres, en fait. Exactement, on rhabille les montres, et on a inventé un système de fixation rapide qui permet de le faire en quelques secondes, comme on va s'habiller le matin. On aime parler chez nous, non pas de collection de montres, mais de dressing horloger. Alors, c'est fait en France, mais il y a un mais.
comme pour vous, Florian, pas de cadranier. Toujours pas. Cadranier, non. Et puis pas de fabricant de mouvement, même si il y en a quelques-uns, mais qui fabriquent surtout pour eux. Et puis d'autres qui fabriquent trop grand et on peut pas les emboîter dans nos capsules. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-François Rial? Parce que là, vous êtes bien silencieux d'un coup. Je suis inquiète. Non, c'est pas ça. C'est que vous ne vendez que vous. Alors, vous vendez en direct. Vous avez des distributeurs. Comment ça se passe pour vous là? Nous, on est sur un système justement hybride. On appelle un système figital qui permet d'exposer, alors pas seulement chez des distributeurs spécialisés, mais dans tous les lieux qui peuvent être expérientiels, des lieux où on a envie d'aller et où on a envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Et toute la partie administrative, par exemple, n'existe pas pour ces lieux parce que tout au final est vendu par notre site web. Parce que l'idée, c'est vraiment de vous adresser aux millénials, hein, c'est ça, aux collectionneurs aussi, mais pas très cher, non? Tout est relatif. On est quand même sur notre première collection, la série inaugurale Égide, donc est à 2800 € pour la montre complète. Ah oui. Montre complète. Mais le but du jeu, voilà, c'est de changer le business model de la montre tel qu'il existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez acheter une montre de grande valeur, mécanique, tous les 5, 10, 20 ans suivant vos moyens. Nous, vous allez acheter une montre une fois, et ensuite, ce sont des accessoires que vous pourrez vous faire offrir, la carrure, le bracelet, pour des anniversaires ou fête des pères, fête des mères, enfin donc les occasions de la vie. On va garder l'intérieur, le mécanisme, mais on va changer tout ce qu'il y a autour. Ça va faire des montres différentes. Ça ne vous interdit pas de racheter une montre différente, et à chaque fois que vous avez un nouvel élément, ça double le nombre de combinaisons. D'où l'idée de dressing. C'est marrant parce que alors, moi, intuitivement, j'aurais pensé qu'un concept comme le vôtre était adapté à des montres très très peu chères, 300-400 € maximum. Et pour votre gamme de prix, pour moi, ça peut pas marcher ça. Mais je me trompe peut-être, hein. Je suppose que vous avez fait une étude de marché. Alors, je dois être à côté de la plaque, hein, mais c'est intuitif. Hein, vous voyez ce que je vous donne tort, cher monsieur. Vous avez le droit. On a fait effectivement des études de marché. Alors c'est difficile parce qu'on est les premiers à faire ça, en tout cas avec ce business model-là. Mais il y a des exemples dans le bijou, par exemple, dans des prix très similaires, où ça se fait. L'accessoirisation, il faut le savoir, est extrêmement rare, mais il y a des exemples que je peux peut-être pas citer ici parce que ce sont des noms de marque, mais qui prouvent que c'est possible. Et alors, en pratique, c'est combien vous en avez vendu depuis que vous êtes lancé? On a vendu près d'un tiers de la production. En nombre? En nombre, ça fait une trentaine. Une trentaine 30. Vous sur êtes 90 lancé, produites. Hein. Vous êtes lancé en 2017, hein, c'est bien ça. En 2018, cet été. Oui. Vous avez démarré en 2017 la commercialisation des montres cet été en 2018. Ça, On reste ensemble, on continue à débattre et je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de questions. Il est 13h29. 39-21, êtes-vous prêt à mettre le prix pour acheter une montre française? Venez témoigner. Si vous êtes aussi de la région de Besançon, que vous connaissez ses savoir-faire, vous êtes également les bienvenus. À tout de suite. L'horlogerie française, c'est le thème du jour de La France Bouge avec Raphaël Duchemin. Et je vous rappelle que vous pouvez y participer au 39-21, 50 centimes la minute, ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Toujours avec Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde, c'est le coach du jour. À mes côtés, Elisabeth Assayag et nos invités, Florian Chausson, fondateur de Routine, Émeric Vernol, dirigeant de Pékinier, Henri Cochet, cofondateur et dirigeant d'Égide, avec pas mal de questions. Déjà peut-être un compliment pour vous et pour la marque Pékinier. Je suis possesseur d'une très belle montre Pékinier, nous dit Jean-Pierre en Gironde. Pas le mouvement royal, j'en ai pas les moyens, dit-il. C'est une marque magnifique aux produits extraordinaires. Ça, c'est aussi. Alors, il parle du mouvement royal. Vous avez vraiment une spécificité sur le calibre. Oui. Ouais. Alors, il a tout à fait raison, puisque l'une de nos forces sur les marchés, c'est la cote affective. Les consommateurs nous aiment, la presse nous aime. On est une marque, entre guillemets, sympathique et appréciée. Vous êtes entreprise du patrimoine vivant, j'ai oublié de le citer, mais c'est important. Ça veut dire que vous êtes là aussi pour maintenir des savoir-faire. Voilà, avec de l'artisanat, certaines contraintes de l'artisanat, de niveau d'embauche et localement... Vous avez des salariés? Nous avons 18 salariés aujourd'hui. Et alors le mouvement royal, là, enfin je sais pas comment vous appelez ça. Là. Le calibre royal. Calibre vous royal. Vous expliquer en 2 secondes? En 2 secondes. 88 heures de réserve de marche, une grande seconde, une date triple saut, c'est-à-dire qu'à minuit, vous avez les 3 disques qui sautent, à minuit 00, et non pas à minuit moins 10 ou à minuit 10. Phase de lune, réserve de marche 88 heures, et un grand barillet surtout. Qu'est-ce que ça veut dire réserve de marche 88 heures? Ça veut dire que vous posez la montre, vous êtes à l'heure, vous posez la montre pendant 88 heures, dans 87 heures et 59 secondes, elle sera toujours à l'heure. Oui, il n'y a pas de pile. Avant de s'arrêter. Pas de pile. Il n'y a pas de pile.
On est sur un mouvement qui se remonte tout seul au mouvement du poignet. Vous avez un balancier qui tend un ressort, et après vous avez un échappement qui est la division du temps. Alors, si on voulait demain, vous êtes là tous autour de la table, si on voulait justement fédérer, faire que les choses changent, relancer véritablement cette filière qui a connu de grandes heures du côté de Besançon, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On a une indication géographique qui est en train d'être mise en place. Est-ce que ça, c'est un des éléments qui peut justement relancer, faire redémarrer, redynamiser ? Qui veut répondre, Florian, moi, Henrique ? je vais répondre. À mon sens, il faut venir reprendre la confiance du consommateur et revenir lui valoriser notre savoir-faire local et leur expliquer qu'il y a des gens qui maîtrisent un super savoir-faire en France et qui font des produits de super qualité, et derrière qu'on a des marques qui sont capables de les porter, de les vendre aux clients et de le faire aimer aux gens. Et si on est capable de revaloriser notre filière et de revenir fabriquer en France, on devrait reprendre confiance aux gens et redévelopper nos marques tous ensemble. On va demander à Alain ce qu'il en pense. Alain, qui est en ligne avec nous au 39 21 et qui est collectionneur de montres depuis qu'il est tout petit. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez, vous, des préférences, dites-vous, pour les marques françaises ? Oui, alors je voudrais surtout, bien sûr, les marques françaises, mais j'aime la montre, j'aime son aspect, et je change de montre tous les 8 jours, 15 jours, ça dépend. J'en ai 20, 25, et c'est quelque chose qui me plaît. Alors moi, les mécanismes, tout ça, malheureusement, je vais leur faire de la peine, mais c'est pas mon truc. Moi, c'est son aspect. Son aspect, je craque pour cette montre. Je passe devant un bijoutier, systématiquement, je regarde si j'ai une montre qui me plaît. Mais je rectifie ce qui a été dit tout à l'heure, malheureusement, 400 € pour moi, c'est trop cher. Donc je me limite au moins à 150 € parce que sinon je ne serais pas raisonnable. Et j'en trouve des sympas. Alors justement, c'est une question pour vous trois. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer une montre française avec des petits prix, ou est-ce que quand on dit montre française, c'est forcément une montre de luxe ? Florian, Henrique ? Moi, je pense que vous avez l'exemple vivant qui est là, qui est Florian, qui a réussi à sortir une montre, j'ai pas envie de dire bon marché, mais une montre très accessible, fabriquée exclusivement en France. Combien une montre de Florian ? Ça vaut combien une montre de Florian ? Il y a deux prix, il y a 295 et 345 €. Celle que tu as sur Celle que j'ai au poignet, c'est 345 €. Très, très belle, très belle. Hein. Qu'on trouve sur routine.fr. Et c'est l'objectif, la base, c'était de dire, qui était la colonne vertébrale, tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Et l'objectif, c'est aussi de le rendre accessible. C'est de faire une montre française, fabriquée par les Français, pour les Français, et pas de se positionner sur une élite, encore une fois, qui pourrait bénéficier d'un super savoir-faire, etc. C'est aussi de rendre ce savoir-faire accessible. Pour les Français, on peut le vendre aux Suisses, hein. Oui, c'est pour parler aussi aux différentes classes sociales. Américains, japonais. Que j'utilise cette expression-là, mais oui, effectivement, l'idée derrière, c'est aussi de venir le vendre à l'international et de venir valoriser ce savoir-faire. Florian, j'ai deux questions avant qu'on se quitte, parce que le temps justement tourne. Hein. On a une horloge nous aussi ici à Europe 1. Routine fabrique-t-il des montres à quartz ou mécanique, me demande Patrick. Dans l'Aude. C'est une très bonne question, et c'est des montres à quartz, donc du coup c'est des montres à piles, et on a choisi ce mouvement-là puisque du coup donc il n'y a plus de fabricants de mouvements en France, mais ce mouvement nous on va l'acheter en Suisse, et la Suisse sous-traite la fabrication de ce mouvement à quartz-là en partie en France, et on vient l'assembler en France pour y apporter encore plus de valeur ajoutée et redévelopper le savoir-faire d'assemblage de mouvements quartz. Je crois que Emeric veut rajouter quelque chose. Royal quand même en France. Quand tu dis qu'il n'y a plus de fabricants de mouvement. Là, ça va faire augmenter le prix peut-être. Oui, forcément. Après, ça fait augmenter le prix. Après, plus les contraintes techniques d'emboîtage, mais ça fait augmenter le prix. Mais il y a un calibre français. Un mot encore, Henri Gaucher. Vous voudrez bien la marketer, ça. Oui. Il va vous aider, vous allez voir. Oui. Henri Gaucher, le mot de la fin. C'est une différence fondamentale entre deux types d'horlogerie, c'est-à-dire l'horlogerie électrique à quartz et l'horlogerie mécanique qui a un côté beaucoup plus patrimonial. Donc en général, ce sont les deux écoles qui cohabitent très bien. J'ai envie de dire, si j'ai le mot de la fin, qu'il y a en ce moment une vague française qui est en train de se lever. Et comme vous le disiez, cher monsieur, c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a besoin de vendre en dehors de notre savoir-faire, qui est là, et ça, tout le monde est d'accord pour ça, c'est nos idées et cette image que l'horlogerie française peut avoir par rapport
aux autres pays producteurs. Voilà, on a vraiment des choses à dire, on a une French Touch, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, donc disons-le, et puis transformons ça en un vrai courant économique. Et on aurait pu parler encore d'autres marques qui sont françaises et qui défendent nos couleurs. Je signale juste qu'on était en ligne avec Olivier, on n'a pas eu le temps de le prendre, mais Olivier, eh bien, lui, il est en train de porter un projet d'horlogerie mécanique dans la région Rhône-Alpes, issu du savoir-faire technologique de notre région, me dit-il, et ça s'appelle Seven Watch, c'est bien ça. Voilà pour l'essentiel des marques. On aurait dû évidemment prendre beaucoup plus de temps pour en parler, mais il court et il est déjà 13h40. Merci à tous d'être venus sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Europe 1. Et si on se glissait dans des charentaises, l'objet est tellement culte qu'il est devenu une expression du langage commun. Rondino est une des marques qui en a fait la renommée. C'est l'entreprise qui va bien. Merci. 12h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Comme tous les jours dans La France bouge avec Raphaël Duchemin, on zoome sur une entreprise qui va bien. Alors si vous aimez avoir chaud aux pieds, vous les connaissez sûrement, les Charentaises Rondino. Vous avez un avis, des questions, une expérience à partager? Eh bien contactez-nous au 39 21, 50 centimes la minute, ou alors sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Cette entreprise, vous l'avez dit Justine, qui va bien, merci, c'est Rondino. Bonjour Stéphane Baleston. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et repreneur des Charentaises Rondino, directeur général de la manufacture charentaise qui a repris en fait 4 sociétés de chaussons historiques, dont Rondino. Vous allez nous raconter comment, mais d'abord dites-moi, Rondino, 1907, elle porte le nom de son créateur, Théophile Rondino. C'est à La Rochefoucauld, c'est ça qu'elle a été créée? Exactement, vous êtes très au point. Théophile Rondino a créé Rondino en 1907 sur la base de la technique du cousu retourné, donc de la charentaise traditionnelle, si l'on peut dire. Ce sont ses enfants ensuite qui l'ont développé au milieu des années 50, puis les petits-enfants. Et maintenant, l'un des repreneurs avec moi-même et mes associés est Olivier Rondino, donc arrière-petit-fils de la famille. C'est donc une société qui est restée familiale jusqu'à cette année, où elle est encore un peu familiale. Alors, le cousu retourné, le célèbre cousu retourné, c'est quelque chose qu'on a hérité de Louis XIV, hein, c'est ça? Exactement. De cette époque-là, en tout cas. Tout à fait. Ça a commencé en effet sous Louis XIV, où on recyclait, donc déjà on parlait d'environnement, on recyclait les tissus de laine et les feutres de laine qui étaient utilisés en industrie papetière de Charente, qui servaient à absorber l'eau dans l'industrie papetière, pour faire des semelles, en fait, mais qu'on mettait dans les sabots de bois, pour que ce soit plus confortable. Ensuite, au XVIIIe siècle, les cordonniers de La Rochefoucauld, notamment, de Charente, ont eu l'idée de rajouter un dessus de feutre, donc une tige de feutre, à cette semelle pour en faire un chausson. C'était la charentaise qui était née. Et en effet, le cousu retourné, c'est la technique qui fait qu'on coud la charentaise, l'intérieur à l'extérieur, pour qu'on ne voit pas les coutures et qu'elle soit plus confortable. Alors, vous êtes une entreprise du patrimoine vivant parce qu'il y a un savoir-faire particulier. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, quand vous vous lancez dans cette aventure? Vous dites j'y vais? Vous avez senti que c'était quelque chose qu'il fallait aider, qu'il fallait faire renaître? Pour être honnête, ça s'est fait un peu par hasard. Mes associés, on se connaissait depuis longtemps, un petit groupe de Charentais. On a regardé Rondino qui partait en fait en redressement judiciaire. On s'est dit c'est dommage. Pour tout Charentais, c'est un choc quand Rondino passe en redressement judiciaire. Ça fait partie du patrimoine local. Et donc on s'est dit il faut faire quelque chose. Regardons si on peut reprendre la société et la redresser. Difficile pour une seule société de survivre parce qu'il y a beaucoup de coûts fixes et que les coûts de main-d'œuvre sont quand même assez élevés en France. On s'est dit en revanche, si on pouvait mettre l'ensemble du patrimoine de l'industrie chaussure sur la table, tous ensemble et consolider, là on aurait quelque chose d'intéressant. On a pris contact avec Renaud Dutreil, qui avait repris quelques mois auparavant Manufacture de Gorse. On s'est tout de suite entendu, parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, qui sont de préserver le savoir-faire local, l'emploi local. On est tous attachés au territoire charentais. Et on avait envie de faire quelque chose qui contribue et qui soit positif. Combien de salariés au total? 130. Monopole de la charentaise? Non, 70% de part de marché. Pour les 4 entreprises. 70% 55 chez Rondino, c'est ça? Et vous en avez embauché 10. 66. On a repris 45 personnes de Gorse, 11 personnes de Ferrand, 5 personnes de chez Laubuge, et on a déjà engagé une dizaine de personnes depuis la reprise au mois de juin. Vous avez gardé toutes les marques? On n'a pas gardé toutes les marques. On avait 25 marques dans le portefeuille. D'accord. Pour être honnête, on a fait du ménage. 6. 6, et vous êtes resté à 6. On reste à 6. On a fait un gros travail de stratégie marketing qui a été de segmenter le portefeuille. Ouais, je comprends. On a segmenté
chaussons d'intérieur, chaussures d'extérieur et chaussures paramédicales. Combien de chiffre d'affaires? 10 millions d'euros. 10 J'ai le millions droit à une dernière question pour après, ou pas Très vite, oui. Quelle part en France, quelle part à l'étranger? 97% en France, 3% à l'étranger. Non mais voilà, vous avez compris ce qu'il Et l'idée, c'est de diversifier, évidemment, d'aller notamment vers les États-Unis. Vous avez sorti de nouveaux modèles, on peut les voir sur europe1.fr, évidemment, ils sont là, juste à côté de moi. On a de nombreux nouveaux modèles. Ça a été donc un des axes majeurs, c'est de renouveler la gamme. Il faut rajeunir le produit. C'est quelque chose qui avait été commencé notamment chez Rondino, mais chez De Gors aussi, avec, je dirais, des looks et des designs et des matières plus modernes pour essayer de toucher une clientèle qui n'est pas seulement mon grand-père, avec un modèle écossais marron. Donc on a rajeuni tout ça. On a des partenaires qui ont fait déjà une partie de ce travail. La pantoufle à pépère, le site français, qui ont aidé notamment à rajeunir l'image. Et donc renouvellement des gammes, l'étranger, oui, ça viendra. Moi, je vous glisse une chose. Tous les entrepreneurs français sous-estiment la force incroyable de la marque Made in France. Le savoir-faire français est adoré à l'étranger. Adoré. Moi, j'ai des clients, je suis en français, j'ai des clients en Norvège, à Dubaï, en Chine, au Japon, aux États-Unis, sans que j'aille les chercher, juste parce qu'ils veulent acheter du voyage fait à la française. Donc c'est évidemment ce que vous êtes en train de faire. On est parfaitement d'accord. On est déjà distribué en Chine, au Canada, au Japon et dans certains pays d'Europe. En revanche, pour les États-Unis que vous avez mentionnés, honnêtement, c'est pas mon priorité. Il faut quand même qu'on soit capable de délivrer en logistique. Il faut qu'on soit capable de livrer en volume. Pour l'instant, la priorité, c'est de remettre en route les entreprises en France. Quand les opérations seront carrées, mi-de l'année prochaine, on en sera plus l'international. On se donne rendez-vous pour l'année prochaine et je précise que vous avez ouvert une boutique Rondino en nom propre du côté d'Angoulême. C'était l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1. Il est 13h48. Europe 1. Vous avez envie d'avoir vos légumes cultivés chez vous, dans votre appartement, c'est possible. La solution s'appelle Véritable Garden. Europe 1. Vous êtes avec Raphaël Duchemin dans La France Bouge sur Europe 1, une émission qui vous est ouverte au 39 21, 50 centimes la minute, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et tout de suite, c'est la solution du jour. Vous cuisinez, vous n'avez pas toujours sous la main les bons aromates pour agrémenter votre plat. Alors pourquoi pas un potager à la maison, prêt à l'emploi sans rien avoir à faire. Ça s'appelle, Elisabeth Assayag, Véritable Garden. Et oui, imaginez un potager dans votre cuisine, tout est pris en main, pas besoin de s'en occuper. Basilic, persil frisé, ciboulette, tomates cerises. Vous cultivez vos herbes aromatiques, vos fleurs comestibles, les jeunes pousses et les mini-légumes toute l'année sans effort et même si vous n'avez pas la main verte. Bonjour Nicolas Géin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Véritable Garden, l'entreprise qui commercialise donc ce potager. Comment ça vous est venu cette histoire, de cette idée de potager ? Alors en fait, tout simplement par l'usage, parce que moi j'habite en ville en appartement, et donc comme beaucoup de citadins, au printemps, je mets mes balconnières sur la fenêtre avec de la ciboulette, du basilic, des tomates. Et en fait, arrivé à l'automne, très rapidement, la météo a raison de vos cultures, avec le froid, avec la météo qui durcit. Donc l'idée, en fait, c'était de pouvoir cultiver la même chose, mais en intérieur, toute l'année, et ce, aussi bien qu'on habite en ville ou à la campagne. Donc avec une solution vraiment complètement autonome. Alors justement, par exemple, je vis dans un studio, j'ai donc une cuisine minuscule. Comment je fais avec votre système pour avoir un potager à la maison ? Alors le potager véritable, en fait, il est assez compact. Il fait à peu près la taille d'une feuille A4 en superficie. Donc en fait, vous pouvez très bien trouver la place à côté de votre machine à café ou de vos plaques de cuisson. L'idée, c'est justement qu'il soit à portée de main dans la cuisine pour qu'on s'en serve au quotidien. Alors comment ça fonctionne ? Alors en fait, c'est un produit donc qui ressemble à un petit électroménager, donc qui intègre des fonctionnalités à la base électronique, donc qui apporte à la fois toute la partie éclairage à vos plantes, puisque c'est un produit qui est, même s'il est placé dans un intérieur pas très lumineux, entièrement autonome en termes d'éclairage. Donc c'est un éclairage LED spécifique pour la croissance des plantes. Donc on a passé 2 ans et demi à développer cet éclairage, qui permet à la fois la croissance de la plante en termes de taille, mais aussi un développement des saveurs intenses, puisqu'on fait que des plantes à caractère culinaire, donc l'idée c'est d'avoir des saveurs développées. Le potager s'occupe aussi de toute la partie irrigation, donc qui est entièrement autonome. Vous avez de 1 à 4 semaines d'autonomie avec un réservoir d'eau intégré. Il y a une alerte de niveau d'eau qui vous signale quand le potager est à vide. Et ensuite, donc, vous avez un système de recharge qui s'appelle le lingot véritable, donc qui tire en fait son nom. En fait, pour nous, c'est une sorte de richesse végétale qui se présente sous la forme d'une briquette, si vous voulez, de matière végétale, donc entièrement végétale, qui contient déjà les graines et les nutriments, donc vraiment déjà prête à l'emploi.
le coach. Alors moi j'ai 2 questions. Alors d'abord il faut que vous sachiez qu'au-delà d'être voyagiste, je suis un agriculteur bio. C'est ma 2e grande passion. Donc première question, est-ce que ce que vous faites c'est biologique, hein, c'est-à-dire qu'on est sans engrais, sans pesticides, sans tous les produits chimiques. Et 2, est-ce qu'on peut passer de la feuille à 4 à la feuille à 5 ou la feuille à 6 ou à 10 et rajouter au-delà des herbes quelques légumes? Ah. Alors, donc sur la première question du bio, alors nous on a un potager hors sol, donc dans tous les cas on n'a pas le droit au label bio puisqu'on n'est pas directement cultivé dans la terre. Mais est-ce que vous mettez des intrants chimiques? Alors, on ne met pas d'intrants chimiques. Donc, nous, on travaille avec des semences bio ou des semences paysannes en termes de semences, hein, parce que les semences sont directement fournies au sein du lingot. Ensuite, le lingot lui-même fait appel à des nutriments minéraux. Alors, ce n'est pas des nutriments qui sont compatibles avec l'agriculture biologique. Pour la bonne et simple raison, c'est que le lingot, au début, il est neutre en termes d'écosystème. C'est-à-dire qu'on n'a pas de système bactérien qui va pouvoir dégrader en fait, des nutriments organiques pour les transformer en nutriments assimilables par la plante. La deuxième raison également par rapport à ça, c'est qu'on travaille de plus en plus à l'export et les nutriments dits compatibles biologiques sont un peu plus compliqués en termes d'export à travailler. Merci beaucoup. Par contre, il n'y a évidemment aucun pesticide, il n'y a pas de traitement pour les plantes. On est purement et simplement les nutriments et les graines pour faire pousser les plantes. Merci Nicolas Géhin. Et votre site, c'est véritable-potager.fr. On peut évidemment retrouver ce potager à la maison, prêt à l'emploi. On se dit à demain, Elisabeth. Raphaël, merci à Jean-François Rial, toujours aussi efficace dans le rôle de coach. Demain, on continue à parler du Made in France. Merci Raphaël Duchemin. C'était La France bouge. Dans un instant, c'est Christophe Ondelat qui va prendre votre place avec une nouvelle histoire.